Après 3 ans de silence complet, mes parents, qui ne s'étaient jamais souciés de mon existence, m'ont appelé. Ils m'ont ordonné de rentrer à la maison immédiatement pour m'occuper de ma mère, malade. Alors, j'ai fait quelque chose qui a transformé leur demande arrogante en leur pire cauchemar, et qui s'est terminé non pas par mon retour à la maison, mais par le leur. Derrière les barreaux. J'examinais les rapports trimestriels à mon bureau de Denver lorsque mon téléphone a vibré, affichant un numéro inconnu du Colorado. 3 ans de silence. Puis la voix de mon père a tranché comme une lame. Regina, ta mère a besoin de toi. Tu rentres à la maison ce week-end pour discuter de tes responsabilités en tant que notre fille. Pas d'excuses. L'audace m'a laissé sans voix. Il n'avait jamais remarqué quand j'avais emballé toute ma vie et déménagé à 2 États de là. Pas d'appel d'adieu, pas de nouvelles, absolument rien. Maintenant, soudainement, ils avaient besoin de moi. L'ironie me brûlait la poitrine. J'ai regardé mes mains tremblantes. Les souvenirs de mon enfance invisible refluant comme de l'eau glacée. Mon reflet me dévisageait depuis la fenêtre de mon bureau qui donnait sur le centre-ville de Denver. Mais tout ce que je pouvais voir, c'était la petite fille effrayée que j'étais à Millerville, Colorado. Cet appel téléphonique avait rouvert des blessures que je pensais guéries durant ces 3 belles années de liberté. Grandir dans la maison des Torres signifiait maîtriser l'art d'exister sans être vu. Mon père, David, passait 16 heures par jour collé à plusieurs écrans d'ordinateur, suivant les cours des actions et les fluctuations des crypto-monnaies avec une dévotion religieuse. Son bureau à domicile était une forteresse de graphiques financiers, de canettes de boissons énergisantes, et du bourdonnement constant des vidéos d'analyse de marché. J'ai appris très tôt que l'interrompre pendant ces sessions de trading me vaudrait des regards froids et des gestes dédaigneux, comme si j'étais une mouche agaçante bourdonnant autour de sa concentration. Ma mère, Patricia, avait des priorités différentes qui, d'une manière ou d'une autre, parvenaient à être tout aussi excluantes. Elle transformait notre cuisine en un studio improvisé chaque matin, filmant du contenu de style de vie authentique pour ses 1200 abonnés Instagram. Des anneaux lumineux, des trépieds d'appareils photo, et des bols de smoothies soigneusement arrangés encombraient chaque surface pendant qu'elle exécutait ses routines quotidiennes pour un public qui n'inclurait jamais sa propre fille. Je suis devenu un bruit de fond dans ma propre maison, marchant prudemment autour de son matériel et gardant le silence pendant ses prises. Le souvenir qui me hantait le plus s'est produit quand j'avais 12 ans. J'avais grimpé aux vieilles chaînes derrière notre maison. Quelque chose que je faisais constamment parce que c'était le seul endroit où je me sentais remarqué par quelque chose, même si ce n'était que les branches qui supportaient mon poids. Quand la grosse branche a cassé sous moi, je suis tombé de 8 pieds sur le sol rocheux en contrebas. Mon bras gauche se pliant dans une direction qui m'a soulevé le cœur. La douleur était incroyable. Mais ce qui faisait plus mal, c'était de marcher les 6 pâtés de maison jusqu'à l'hôpital général de Millerville, complètement seul. Mon bras pendait inutilement à mon côté, des larmes coulant sur mon visage tandis que les voitures passaient sans s'arrêter. Le médecin des urgences a été assez gentil, me remettant le bras en place et l'enveloppant dans un plâtre violet vif que j'ai en fait adoré parce que c'était la première chose colorée qui m'appartenait entièrement. Quand je suis rentré à la maison 3 heures plus tard, mes 2 parents étaient exactement là où je les avais laissés. David criait sur son écran d'ordinateur à propos d'une action pharmaceutique qui avait chuté de 2 points. Et Patricia montait sa vidéo de « bilan bien-être » de l'après-midi. Aucun des deux n'a levé les yeux quand j'ai franchi la porte d'entrée, portant un bracelet d'hôpital et arborant un plâtre qui couvrait la moitié de mon bras. Il leur a fallu 3 jours entiers pour le remarquer. Patricia l'a finalement vu quand j'ai accidentellement renversé son anneau lumineux en attrapant des céréales. « Regina, qu'est-il arrivé à ton bras ?» a-t-elle demandé, plus agacée par son matériel que préoccupée par ma blessure. Quand j'ai expliqué pour l'arbre et l'hôpital, elle a juste hoché la tête distraitement et a déplacé sa lumière dans un endroit plus sûr. Le lycée est devenu mon terrain d'entraînement à l'évasion. Je travaillais 20 heures par semaine à la quincaillerie Murphy, économisant chaque centime tout en apprenant des compétences que mes parents ne s'étaient jamais donné la peine de m'enseigner. Madame Murphy, la propriétaire, est devenue plus un parent que David ou Patricia n'ont jamais essayé de l'être. Elle m'a appris à équilibrer une caisse, à gérer les stocks, et surtout, à me tenir droite et à parler avec confiance. Les candidatures à l'université étaient une mission en solitaire. J'ai recherché des bourses, rédigé des essais, et navigué dans les formulaires d'aide financière entièrement seul. Quand la lettre d'acceptation de l'université de Denver est arrivée avec une bourse d'études complète, j'ai trouvé mes parents à leurs places habituelles et j'ai annoncé ma réussite.
David a levé les yeux de sa plateforme de trading juste assez longtemps pour me demander s'il devait signer quelque chose, tandis que Patricia s'inquiétait que mon emploi du temps universitaire puisse interférer avec le tournage de son contenu si je faisais du bruit le matin. Le jour où j'ai déménagé était presque sans histoire. Le week-end de la remise des diplômes, David était enfermé dans son bureau, analysant la volatilité d'une action de biotechnologie, tandis que Patricia diffusait en direct une session de motivation matinale pour ses abonnés. J'ai emballé toute ma vie dans ma vieille Honda Civic, que j'avais achetée et entretenue entièrement avec mes gains de la quincaillerie. Le mot que j'ai laissé sur le comptoir de notre cuisine était simple. Déménager à Denver pour mon travail chez Morrison Financial. Bise, Regina. Je l'ai placé juste à côté de la cafetière de Patricia, sachant qu'elle le trouverait pendant le tournage de sa routine matinale. Puis, je suis parti, regardant ma prison d'enfance rétrécir dans le rétroviseur jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Le silence qui a suivi était assourdissant dans sa complétude. Pas d'appel téléphonique pour demander si j'étais bien arrivé. Pas de SMS pour savoir comment se passait mon nouveau travail. Pas de commentaires sur les réseaux sociaux sur les quelques photos que j'ai postées de mon petit mais magnifique appartement à Denver. C'était comme si Regina Torres s'était simplement évaporée de leur monde, ne laissant aucune trace derrière elle. Construire ma nouvelle vie, c'était comme apprendre à respirer après avoir passé 21 ans sous l'eau. Mon travail chez Morrison Financial a commencé comme un poste de débutante, mais mon éthique de travail et mon attention aux détails ont rapidement attiré l'attention des conseillers principaux. Sarah Brox, une assistante juridique dans un cabinet d'avocats 3 étages en dessous de mon bureau, est devenue la sœur que je n'ai jamais eue. Elle a remarqué tout ce que mes parents avaient manqué chez moi. Quand j'étais stressé, quand j'étais excité par le succès d'un client, quand j'avais besoin de quelqu'un pour célébrer de petites victoires qui me semblaient énormes. Tu t'illumines quand tu parles d'aider les familles à planifier leur avenir financier, a observé Sarah lors d'un de nos cafés hebdomadaires. C'est comme si tu leur donnais quelque chose que tu n'as jamais eu toi-même. Elle avait raison. Chaque réunion avec un client où j'aidais des parents à créer des comptes d'épargne-études pour leurs enfants, c'était comme guérir une partie de ma propre enfance brisée. Quand j'assistais des couples âgés dans l'organisation de leur plan de succession pour protéger leurs enfants adultes, je créais le filet de sécurité qui n'avait jamais existé pour moi. Mais cet appel de David avait brisé mon existence paisible comme une brique à travers une vitre. Assise dans mon bureau, tremblant encore de son ton exigeant, j'ai réalisé que mes parents avaient enfin remarqué mon absence. La question qui me terrifiait était, que voulaient-ils de la fille qu'ils avaient passé toute ma vie à ignorer? J'ai parcouru mes contacts et trouvé le numéro de Sarah, ayant besoin d'entendre une voix qui se souciait réellement de savoir si je vivais ou si je mourais. Mais avant que je puisse l'appeler, la curiosité l'a emporté. J'ai ouvert Instagram et cherché le compte de Patricia, quelque chose que j'avais évité de faire pendant 3 ans. Ce que j'ai trouvé a glacé mon sang dans mes veines. Publication après publication montrait de récents dîners de famille et des moments de qualité avec ma fille Regina. Mais chaque photo datait d'avant mon déménagement. Recyclée et repostée avec de nouvelles légendes qui donnaient l'impression que je n'avais jamais quitté la maison. Le sommeil est devenu impossible cette nuit-là. J'ai passé des heures à faire défiler les comptes de réseaux sociaux de Patricia, documentant chaque mensonge avec des captures d'écran qui me retournaient l'estomac. Des photos de ma remise de diplôme du lycée étaient légendées, si fière de Regina qui a terminé son diplôme de commerce le mois dernier. Des photos d'un dîner de Noël d'il y a 3 ans étaient étiquetées, les traditions familiales ne changent jamais. Reconnaissante de la visite de ma fille à la maison ce week-end. La section des commentaires était encore pire. La famille, les amis et les parents éloignés demandaient constamment de mes nouvelles. Et Patricia répondait par de vagues dérobades. Oh, vous savez, Regina, toujours si occupée par sa carrière, ou, elle va si bien, juste concentrée sur la construction de son avenir. Chaque réponse était soigneusement conçue pour laisser entendre que je vivais toujours sous leur toit tout en évitant les mensonges directs qui pourraient être facilement démentis. À l'aube, je savais que j'avais besoin de plus d'informations. J'ai appelé ma tante Linda, la sœur cadette de Patricia, qui vivait à seulement 4 pâtés de maison de mes parents à Millerville. Linda avait toujours été gentille avec moi lors des réunions de famille, bien que nous ayons perdu contact après mon déménagement à Denver. Regina, ma chérie, c'est vraiment toi? La voix de Linda était remplie d'une surprise et d'une chaleur authentique. Je pensais justement à toi hier. Comment ça va avec l'état de ta mère? Mon cœur s'est arrêté. Quel état? De quoi parles-tu? Le silence à l'autre bout du fil de Linda s'est étiré inconfortablement.
Patricia ne te l'a pas dit. Elle s'est tellement inquiétée de ton niveau de stress. Elle ne voulait pas t'accabler avec les détails. Mais Regina, elle a des problèmes de mémoire depuis des mois maintenant. Le médecin a dit que ça pourrait être un début de démence précoce. Le mensonge était si élaboré, si soigneusement construit que j'en avais le vertige en essayant de le traiter. Tante Linda, je n'ai pas parlé à mes parents depuis 3 ans. J'ai déménagé à Denver juste après avoir obtenu mon diplôme universitaire. Ça ne peut pas être vrai, ma chérie. Patricia publie des choses sur toi tout le temps. Pas plus tard que la semaine dernière, elle me demandait de contribuer à ton fonds de frais médicaux. Elle a dit que tu avais des crises d'angoisse si graves que tu ne pouvais plus travailler à plein temps. Frais médicaux. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler dans mon esprit avec une clarté écœurante. Quel genre de contribution a-t-elle demandé? La voix de Linda est devenue hésitante. Eh bien, elle a mis en place cette collecte de fonds en ligne pour tes frais de thérapie et elle a mentionné que tu étais éligible à une sorte de programme d'aide aux aidants familiaux par le biais du comté. Regina, ta mère a dit à tout le monde que tu étais revenue à la maison parce que tu ne pouvais pas gérer la vie de manière indépendante. La pièce a commencé à tourner autour de moi. Je me suis agrippé à ma chaise de bureau pour me stabiliser alors que toute l'étendue de leur tromperie devenait claire. Tante Linda, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Je vis à Denver depuis 3 ans. Je n'ai jamais reçu de traitement médical pour l'anxiété ou la dépression. Je travaille à plein temps comme conseillère financière et je n'ai jamais pris un centime de mes parents pour quoi que ce soit. Le hockey qui est passé par le téléphone a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Mes parents n'avaient pas seulement ignoré mon absence. Ils l'avaient instrumentalisé à des fins financières. Oh mon Dieu, Regina, si ce que tu dis est vrai, alors Patricia et David ont. Elle n'a pas pu finir la phrase, mais nous savions toutes les deux ce que cela signifiait. Je dois les rappeler, lui ai-je dit, bien que chaque instinct hurlait le contraire. Mais d'abord, peux-tu me dire exactement quel genre d'argent ils ont collecté en mon nom? La voix de Linda tremblait maintenant. Le programme d'aide aux aidants familiaux du comté paie les familles qui s'occupent d'enfants adultes ayant des problèmes de santé mentale documentés. Patricia a dit que tu étais également éligible à l'aide alimentaire supplémentaire en raison de ton incapacité à maintenir un emploi stable. Regina, ils reçoivent des chèques mensuels depuis près de 2 ans. Fraude aux prestations, usurpation d'identité. Mes parents avaient transformé mon abandon en un modèle économique rentable. Après avoir raccroché avec Linda, je me suis forcé à rappeler David. Cette fois, j'étais prête, avec l'application d'enregistrement de mon téléphone activée. Regina, enfin. Ta mère a pleuré toute la matinée, morte d'inquiétude à propos de ton appel d'hier. Sa voix portait la même autorité froide dont je me souvenais de mon enfance. Écoute, cette situation a assez duré. Patricia a besoin de soins à plein temps maintenant. Et en tant que sa fille, cette responsabilité te revient. Qu'est-ce que tu me demandes de faire exactement, papa? Rentre à la maison. Réinstalle-toi dans ta vieille chambre. Le comté a des programmes pour aider les familles dans notre situation, mais ils exigent que l'aidant soit un résident du foyer. C'est vraiment très simple. La voix de Patricia est intervenue, claire et nette, sans aucune de la confusion que Linda avait décrite. Mija, tu as eu ta petite aventure dans la grande ville, mais il est temps de rentrer à la maison et de prendre soin de ta famille. C'est ce que font les filles. La contradiction était stupéfiante. Soit Patricia était remarquablement lucide pour quelqu'un atteint de démence, soit on avait raconté à Linda une histoire complètement différente de celle que mes parents me racontaient directement. Et si je ne peux pas revenir tout de suite? J'ai des responsabilités ici à Denver. La voix de David est devenue menaçante. Regina, nous avons été très patients avec ta phase d'indépendance, mais cette famille a de vrais besoins. L'état de ta mère est documenté auprès des services de santé du comté. Nous avons des professionnels de la santé qui peuvent confirmer qu'elle nécessite une surveillance 24 heures sur 24. Si tu continues à abandonner tes obligations familiales, eh bien, nous devrons explorer d'autres options légales. Options légales? L'expression m'a glacé le sang. Quel genre d'options légales? Patricia a repris le téléphone. Oh, ma chérie, nous ne voulons pas impliquer les tribunaux, mais si tu n'es pas capable de prendre des décisions responsables concernant les soins familiaux, parfois les enfants adultes ont besoin d'un peu de conseil du système juridique pour comprendre leurs devoirs. Il menaçait d'une procédure de mise sous tutelle. Mes parents, qui n'avaient jamais montré le moindre intérêt pour mon bien-être,
se positionnait maintenant pour contrôler légalement ma vie sous le couvert de préoccupations de santé mentale. J'ai besoin de temps pour réfléchir à ça. J'ai réussi à dire, bien que ma gorge semblait se serrer. Tu as jusqu'à ce week-end, dit fermement David. Nous avons déjà prévu des réunions avec l'assistante sociale du comté lundi pour discuter de la transition de Regina vers les soins familiaux. Ne nous déçois pas, ma chérie. La ligne est devenue silencieuse, me laissant seul avec la réalisation horrible que mes parents avaient passé 3 ans à construire un cadre légal et financier pour me piéger. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais aussi passé ces 3 années à construire quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Une vie, une carrière, et surtout, un réseau de personnes qui remarqueraient si je disparaissais. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro du service juridique de Morrison Financial. Si David et Patricia voulaient jouer avec la loi, ils avaient choisi la mauvaise fille à sous-estimer. Mais d'abord, je devais comprendre exactement jusqu'où allait cette conspiration. J'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à taper une demande officielle aux agences d'évaluation du crédit pour mon historique financier complet. Quoi que mes parents aient fait en mon nom, j'allais en trouver chaque trace. L'enquête qui a suivi allait soit me libérer pour toujours, soit confirmer mes pires craintes sur les personnes qui m'avaient donné la vie mais ne s'étaient jamais donné la peine de m'aimer. L'assaut contre ma santé mentale a commencé quelques heures après avoir raccroché avec David et Patricia. Mon téléphone a commencé à vibrer avec des appels de parents à qui je n'avais pas parlé depuis la remise des diplômes du lycée. Chacun soigneusement orchestré pour délivrer un maximum de culpabilité tout en fournissant un minimum d'informations réelles. Oncle Robert, le frère aîné de David, qui gérait un magasin de pneus à Grand-Junction, a appelé le premier. Regina, ton père dit que tu as des moments difficiles à Denver. Écoute, nous traversons tous des périodes difficiles, mais abandonner ta famille quand elle a le plus besoin de toi? Ce n'est pas la fille que je me souviens m'avoir aidé à organiser mon abri à outils quand tu avais 10 ans. Le souvenir était exact, mais son interprétation était complètement fausse. Je m'étais porté volontaire pour aider oncle Robert parce que son garage était le seul endroit de mon enfance où des mains adultes guidaient les miennes vers un travail utile, où mes questions recevaient des réponses patientes au lieu d'irritation. Maintenant, même ce souvenir positif était instrumentalisé contre moi. Oncle Robert, je n'ai abandonné personne. J'ai déménagé à Denver pour ma carrière il y a 3 ans. Je subviens à mes besoins de manière totalement indépendante depuis. Ce n'est pas ce que ton père me dit, ma chérie. Il dit que tu as eu des problèmes de santé mentale, des difficultés à garder un emploi stable. Écoute, il n'y a pas de honte à avoir besoin d'aide, mais ta mère est de plus en plus malade chaque jour, et la famille prend soin de la famille. Le script était cohérent pour chaque appelant. Ma cousine Jennifer de Durango a expliqué comment tout le monde parlait de mon abandon de la pauvre Patricia pendant son déclin. Ma petite cousine, Maria de Colorado Springs, a partagé à quel point grand-mère Torres était déçue de mon comportement égoïste. Chaque conversation suivait le même schéma. Des critiques déguisées en sollicitude, masquées sous une loyauté familiale, avec de vagues références à mes supposés problèmes de santé mentale et à mon statut de chômeuse. Mais l'attaque la plus sophistiquée est venue de Patricia elle-même, par une manipulation des réseaux sociaux qui était presque impressionnante dans sa cruauté calculée. Elle a commencé à publier de vieilles photos d'enfance de nous deux avec des légendes conçues pour toucher la corde sensible. Ma petite fille me manque en ces temps difficiles, priant pour que son cœur s'adoucisse. La section des commentaires s'est remplie de sympathie pour la pauvre mère faisant face à une fille ingrate. Puis est venue l'artillerie de la culpabilité religieuse, déployée par grand-mère Torres elle-même. À 82 ans, ma grand-mère avait toujours été l'autorité morale de notre famille élargie. Son appel m'a frappé plus durement que tous les autres réunis. Mija, qu'est-il arrivé à ton cœur? Tes parents t'ont élevé avec amour et sacrifice, et maintenant qu'ils ont le plus besoin de toi, tu leur tournes le dos. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Regina, Dieu voit ce que tu fais. Entendre la déception dans la voix de grand-mère Torres, c'était comme avaler du verre brisé. Elle avait été le seul point lumineux de mon enfance, la seule adulte qui semblait remarquer quand j'étais blessé, affamé ou effrayé. Mais même elle avait été nourrie des mensonges sur ma supposée crise de santé mentale et mon incapacité à fonctionner de manière indépendante. Grand-mère, je te promets que je vais bien. J'ai un bon travail, mon propre appartement, et je prends soin de moi complètement. Maman et papa ne m'ont jamais parlé de problèmes de santé. J'aurais aidé s'ils avaient simplement demandé. Oh Mija, c'est exactement ce que ta mère a dit que tu dirais. La maladie dans ton esprit te fait croire ces choses,
mais la famille n'abandonne pas les siens. Tu rentres à la maison et tu prends soin de ta maman comme une bonne fille devrait le faire. Même ma grand-mère avait été montée contre moi avec des mensonges si détaillés et convaincants que les remettre en question nécessiterait de croire que David et Patricia étaient capables d'une tromperie élaborée contre leur propre famille. Le sabotage professionnel a commencé le lendemain. Mon patron, Monsieur Morrison, m'a appelé dans son bureau avec une expression préoccupée qui m'a immédiatement mise sur mes gardes. « Regina, j'ai reçu un appel téléphonique inhabituel hier dont je dois discuter avec vous. Quelqu'un prétendant être votre père a appelé pour s'enquérir de votre statut d'emploi et des services de soutien en santé mentale. » Mon estomac s'est noué. « Que lui avez-vous dit ? » ? « Rien, bien sûr. » J'ai expliqué que nous ne discutons pas des informations sur les employés avec quiconque sans autorisation écrite. Mais Regina, il a fait des allégations sérieuses. Il a prétendu que vous aviez détourné de l'argent de votre famille avant de déménager à Denver et que vous utilisiez de fausses références pour obtenir un emploi. Le mensonge était si scandaleux, si complètement fabriqué que j'ai presque ri. Mais je pouvais voir le doute dans les yeux de Monsieur Morrison, la façon dont il étudiait ma réaction à la recherche de signes de tromperie ou d'instabilité. Monsieur, je veux que vous sachiez que je n'ai pas parlé à mes parents depuis 3 ans. J'ai déménagé à Denver immédiatement après avoir obtenu mon diplôme universitaire, et je n'ai eu aucun lien financier avec eux depuis que j'ai quitté la maison. Ces allégations sont complètement fausses. M. Morrison a hoché la tête lentement, mais je pouvais dire que la graine du doute avait été plantée. Je vous crois, Regina. Votre travail a été exemplaire, et vos références étaient toutes légitimes, mais je veux que vous sachiez que quelqu'un essaie activement de nuire à votre réputation professionnelle. Les attaques ont continué sous plusieurs angles. D'anciens camarades de classe de Millerville High ont commencé à m'envoyer des messages sur Facebook exprimant leur inquiétude quant à mon abandon de ma famille. Les publications de Patricia sur les réseaux sociaux sont devenues plus dramatiques, présentant des photos d'elle l'air frêle et épuisée avec des légendes sur la prière pour que sa fille se souvienne d'où elle venait. Mais l'escalade la plus dévastatrice est venue de mon université. J'ai reçu un appel du bureau des anciens élèves m'informant que quelqu'un les avait contactés, prétendant que j'avais utilisé des informations d'adresses frauduleuses sur mes demandes d'aide financière. L'enquête qui a suivi m'a obligé à fournir 3 ans de contrats de location, de dossiers d'emploi et de relevés bancaires pour prouver que j'avais légitimement vécu à Denver depuis l'obtention de mon diplôme. Le stress consumait ma vie. Je me suis surprise à vérifier mon téléphone de manière obsessionnelle, m'attendant à ce que chaque nouvel appel ou message apporte de nouvelles attaques contre ma santé mentale, mon caractère ou mes moyens de subsistance. Mes performances au travail ont commencé à en souffrir car j'avais du mal à me concentrer lors des réunions avec les clients, constamment inquiète du nouveau mensonge que mes parents pourraient répandre sur moi. Sarah a remarqué ma détérioration immédiatement. « Regina, on dirait que tu n'as pas dormi depuis une semaine. Que se passe-t-il » Quand j'ai expliqué toute la situation, son expression est passée de l'inquiétude à la fureur. C'est du harcèlement systématique et de la diffamation. As-tu envisagé que ce qu'ils font pourrait être illégal ? Je n'y avais pas pensé. En fait, j'avais été tellement concentré sur ma défense contre chaque attaque individuelle que je n'avais pas pris de recul pour voir le schéma plus large de destruction délibérée qu'ils orchestraient. Sarah, je pense qu'ils ont besoin que je rentre à la maison pour une raison qui va au-delà des soins familiaux. Mais je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils veulent vraiment. De l'argent, a-t-elle dit immédiatement. C'est toujours une question d'argent avec des gens comme ça. Ils tirent quelque chose du fait de te déclarer comme une personne à charge, et ils ont besoin de ta présence physique pour continuer l'arnaque. Son analyse avait un sens parfait, mais j'avais besoin de preuves avant de pouvoir agir. C'est alors que j'ai décidé d'appeler moi-même le service de lutte contre la fraude du comté. La conversation avec l'enquêtrice Rebecca Wilson m'a ouvert les yeux sur la véritable ampleur de l'entreprise criminelle de mes parents. Non seulement ils avaient perçu des chèques d'aide aux aidants en prétendant fournir des soins à plein temps pour mes supposés problèmes de santé mentale, mais ils avaient également reçu une aide alimentaire supplémentaire, une aide au logement et des services de soutien médical, le tout basé sur des déclarations frauduleuses concernant ma résidence et mon état mental. Mademoiselle Torres, selon nos dossiers, vous vivez à l'adresse de vos parents à Millerville depuis 3 ans, recevant un soutien intensif en santé mentale pour une dépression et une anxiété sévère qui vous empêchent de conserver un emploi. Vos parents ont reçu des paiements mensuels en tant que vos aidants désignés. Le montant total était stupéfiant. Plus de 47 000 $ de prestations frauduleuses perçues sur 3 ans. Mais pire encore que le vol financier,
c'était la prise de conscience que mon propre nom et mon numéro de sécurité sociale avaient été utilisés pour perpétrer ces crimes, me rendant potentiellement responsable en tant que complice. Je dois prouver que j'ai vécu de manière indépendante à Denver. J'ai dit à l'enquêtrice. De quels documents avez-vous besoin? Tout ce que vous avez. Contrat de location, dossier d'emploi, déclaration de revenus, relevé bancaire, facture de service public, tout ce qui montre votre historique de résidence réelle. Et mademoiselle Torres, vous devez comprendre que si nous ne pouvons pas prouver que vous ne receviez pas ces services, vous pourriez faire face à des accusations fédérales de fraude aux prestations. Tout mon avenir était maintenant en jeu. Les parents qui m'avaient ignoré pendant 21 ans avaient réussi à enchevêtrer mon identité si complètement dans leur stratagème criminel que prouver mon innocence nécessiterait de démanteler toute leur opération. Mais en raccrochant le téléphone, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis mon enfance. Une clarté absolue sur qui étaient les vrais ennemis. David et Patricia Torres n'étaient pas des parents négligents faisant de mauvais choix. C'étaient des criminels calculateurs qui avaient systématiquement détruit ma vie pour leur propre gain financier. La guerre qu'ils avaient commencée était sur le point de devenir très réelle. Et ils avaient fait une erreur de calcul cruciale. Ils avaient élevé leur fille pour être invisible. Mais ils l'avaient aussi accidentellement élevée pour être complètement autonome. Je savais comment mener des batailles seul, et j'étais sur le point de leur montrer à quel point une fille négligée pouvait devenir dangereuse. Le dossier qui s'était éparpillé sur le sol de mon bureau à Denver contenait 3 ans d'usurpation d'identité soigneusement organisée. En ramassant chaque pièce de courrier interceptée, toute l'étendue de l'opération criminelle de Patricia est devenue limpide. Relevés bancaires, documents fiscaux, lettres de vérification d'emploi, offres de carte de crédit. Elle avait surveillé toute ma vie financière tout en prétendant que j'étais trop instable mentalement pour gérer un chéquier. Mes mains tremblaient alors que j'étalais les documents sur mon bureau. 3 chèques de remboursement d'impôts, chacun endossé avec une version contrefaite de ma signature et déposé sur un compte que je n'avais jamais ouvert. Des réponses de vérification d'emploi de Morrison Financial que Patricia avait utilisées pour demander des cartes de crédit à mon nom. Même mes relevés d'assurance maladie avaient été redirigés vers leur adresse, leur permettant de déposer des demandes frauduleuses pour des services de santé mentale que je n'avais jamais reçus. Mais la découverte la plus glaçante fut un grand livre manuscrit de l'écriture soignée de Patricia, suivant mes informations financières avec la précision d'un comptable, mes chiffres de salaire, les soldes de mes comptes bancaires, les mises à jour de ma cote de crédit, et même des notes sur mon avancement de carrière et mes revenus futurs potentiels. Elle avait étudié mon succès comme un prédateur traquant sa proie. J'ai immédiatement appelé la ligne directe anti-fraude de ma banque. Ma voix à peine stable alors que j'expliquais la situation. Le ton du représentant du service clientèle est passé d'une aide routinière à une préoccupation sérieuse alors que je décrivais l'ampleur de l'usurpation d'identité. Mademoiselle Torres, je vais vous transférer immédiatement à notre service de sécurité. D'après ce que vous décrivez, il semble s'agir d'une opération de fraude à grande échelle qui dure depuis plusieurs années. Le spécialiste de la sécurité, Brandon Martinez, m'a guidé pour vérifier mon historique de crédit complet en ligne. Ce que nous avons trouvé m'a soulevé le cœur. Cette carte de crédit que je n'avais jamais demandée. Toutes ouvertes en utilisant l'adresse de mes parents comme ma résidence. Un prêt personnel de $12 000, prétendument pour des frais médicaux. Même un prêt auto pour une Toyota Camry que je n'avais jamais vue, encore moins conduite. La dette frauduleuse totale à votre nom est actuellement de $23 418, m'a informé Brandon. La plupart de ces comptes montrent un schéma de paiement minimum pendant plusieurs mois, suivi de défauts de paiement qui ont gravement endommagé votre code de crédit. Ma cote de crédit, qui avait été excellente à la sortie de l'université, était maintenant profondément dans la zone médiocre en raison des paiements manqués sur des comptes dont je n'avais jamais connu l'existence. Patricia et David avaient vécu de mon identité volée tout en détruisant simultanément mon avenir financier. Monsieur Martinez, comment est-ce possible? Les sociétés de crédit ne vérifieraient-elles pas mon identité avant d'ouvrir ces comptes? Malheureusement, lorsque quelqu'un a accès à votre numéro de sécurité sociale, à votre historique d'adresse et à des informations personnelles détaillées, il est relativement facile de passer les vérifications d'identité standard. Le fait que ces comptes utilisaient l'adresse de vos parents comme votre résidence les a en fait paraître plus légitimes pour les systèmes automatisés. J'ai déposé des plaintes auprès des services de police de Denver et de Millerville, créant une trace écrite officielle de l'usurpation d'identité. Mais pendant que je travaillais sur les exigences légales, Sarah menait sa propre enquête grâce à ses relations d'assistante juridique. Regina,
c'est bien pire, a-t-elle dit quand elle m'a appelé ce soir-là. Mon ami au bureau du procureur a passé les noms de tes parents dans leur base de données. Ils ne se contentent pas de te voler. Ils font partie d'un réseau de fraude aux prestations plus large qui est sous enquête depuis 8 mois. L'enquête était centrée sur un groupe de familles qui avait découvert que les enfants adultes qui déménageaient pouvaient être déclarés comme des personnes à charge mentalement incapables vivant à la maison, qualifiant leurs parents pour d'importants paiements mensuels d'aidants. Patricia et David n'étaient pas seulement des criminels opportunistes. Ils faisaient partie d'un réseau de fraude organisé qui avait volé plus de 300 000 $ aux programmes d'aide fédéraux et étatiques. Mais voici la partie vraiment tordue, a poursuivi Sarah. Selon les dossiers d'enquête, tes parents ont conseillé d'autres familles sur la façon de mettre en place des arnaques similaires en utilisant l'identité de leurs propres enfants. Ils ont appris aux gens comment falsifier des documents médicaux et créer de faux historiques de traitement de santé mentale. La révélation m'a frappé comme un coup physique. Non seulement mes parents avaient volé mon identité et détruit mon crédit, mais ils avaient transformé leur crime contre moi en un modèle économique pour détruire d'autres familles. Combien d'autres enfants invisibles étaient exploités par des parents qui les voyaient comme des ressources financières plutôt que comme des êtres humains? Mon téléphone a sonné à 20 h avec le numéro de David. Cette fois, j'étais prête avec du matériel d'enregistrement emprunté au cabinet d'avocat de Sarah. Regina, j'espère que tu as eu le temps de réfléchir à tes responsabilités. Ta mère a besoin que tu sois à la maison ce week-end pour commencer le processus de transition. En quoi consiste exactement ce processus de transition, papa? Sa voix portait la même autorité froide qui m'avait terrifié enfant, mais maintenant elle sonnait juste pathétique. Le service des affaires sociales du comté doit te rencontrer pour confirmer ton statut de résidente et ton plan de traitement de santé mentale. Ce n'est qu'une formalité, vraiment. Une fois que tu seras officiellement reconnu comme vivant à la maison et recevant des soins, tout sera beaucoup plus facile pour la famille. Le piège devenait plus clair. Ils avaient besoin de ma présence physique et de ma signature légale pour légitimer 3 ans de demande de prestations frauduleuses. Sans ma coopération, toute leur entreprise criminelle s'effondrerait sous le coup de l'enquête. Et si je refuse de rentrer à la maison? La voix de Patricia est intervenue, tranchante et menaçante. Mija, nous t'avons protégé de beaucoup de vérités difficiles sur ton état, mais si tu nous obliges à impliquer les tribunaux dans tes soins, ces dossiers médicaux deviendront des informations publiques. Tout le monde saura pour ta dépression, ton incapacité à fonctionner de manière indépendante, ton historique de fausses accusations d'abus familiaux. Fausses accusations d'abus familiaux. Ils avaient préparé l'assassinat de mon personnage comme leur option nucléaire, prêts à détruire ma réputation et ma crédibilité si je continuais à résister à leurs exigences. Quels dossiers médicaux? Quelle dépression, Patricia? Je n'ai jamais été traité pour un quelconque problème de santé mentale de ma vie. C'est exactement ce que quelqu'un avec tes problèmes dirait, ma chérie. Heureusement, nous avons des preuves documentées de plusieurs prestataires de soins de santé sur ton état et ton historique de traitement. L'État prend ces questions très au sérieux lorsque les membres de la famille essaient de nier les soins nécessaires. Ils avaient fabriqué un historique médical complet pour moi, avec de faux dossiers de traitement et des documents contrefaits. L'ampleur de leur planification était à couper le souffle dans sa précision malveillante. Mais ils avaient fait une erreur cruciale dans leur plan directeur. Ils avaient sous-estimé la capacité de leur fille invisible à se faire des alliés et à rassembler des preuves. Pendant qu'ils complotaient, j'apprenais. Pendant qu'ils mentaient, je documentais. Pendant qu'ils volaient, je construisais les fondations de leur destruction complète. Je vous verrai ce week-end, leur ai-je dit, sachant que ce qu'ils s'attendaient à être ma reddition serait en fait leur chute. Le lendemain matin, j'ai rencontré l'agente du FBI Catherine Stone, qui enquêtait sur le réseau de fraude aux prestations depuis près d'1 an. Son bureau était rempli de graphiques, de dossiers financiers et de photos de surveillance qui racontaient l'histoire d'un vol systématique impliquant des dizaines de familles à travers le Colorado. Regina, vos parents sont des figures centrales de cette opération, a expliqué l'agente Stone. Ils ont recruté d'autres familles et fourni des instructions détaillées pour commettre des fraudes aux prestations en utilisant l'identité d'enfants adultes. Nous avons des enregistrements de Patricia enseignant à d'autres parents comment falsifier des documents médicaux et créer de faux historiques de traitement. La salle des preuves contenait des milliers de documents prouvant que David et Patricia avaient transformé la fraude familiale en une entreprise rentable. Ils avaient vendu des modèles de faux dossiers médicaux, conseillé les parents sur la façon de mentir aux enquêteurs des services sociaux, et même fourni des listes de prestataires de soins de santé qui pouvaient être soudoyés pour créer de fausses documentations de traitement.
Mais nous avons besoin de votre coopération pour que les accusations tiennent, a poursuivi l'agent Stone. Si vous êtes prête à porter un dispositif d'enregistrement lors de votre visite à la maison, nous pourrons recueillir les preuves nécessaires pour démanteler tout ce réseau et envoyer vos parents en prison fédérale pour très longtemps. La décision fut facile. Mes parents avaient passé mon enfance à me traiter comme si je n'existais pas, et ils avaient passé ma vie d'adulte à me traiter comme une ressource financière à exploiter, mais ils ne s'étaient jamais souciés de considérer que leur fille invisible pourrait un jour devenir assez visible pour les détruire. J'ai accepté de coopérer à l'enquête du FBI, sachant que la visite du week-end qu'ils exigeaient deviendrait le dernier chapitre de leur carrière criminelle. La justice arrivait pour David et Patricia Torres, livrés par la fille qu'ils avaient stupidement choisi de négliger. Grand-mère Torres m'a appelé à 6 heures le vendredi matin. Sa voix tremblante mais urgente d'une manière qui a immédiatement mis mes nerfs à vif. Ce qu'elle a révélé allait transformer tout ce que je pensais savoir sur l'opération criminelle de ma famille. Mija, je dois te dire quelque chose de très important avant que tu ne rentres à la maison ce week-end. Je n'ai pas été honnête sur mon état, mais je devais attendre de savoir que tu étais en sécurité. Que veux-tu dire, grand-mère? Je n'ai pas de démence, Regina. Je fais semblant d'être confuse et oublieuse pendant que tes parents nous volent toutes les deux. Je travaille avec le FBI depuis 6 mois, collectant des preuves de tout ce qu'ils ont fait. La révélation m'a frappé comme un éclair. Ma grand-mère vive et intelligente avait joué un rôle, laissant David et Patricia croire qu'elle déclinait mentalement pendant qu'elle documentait secrètement leurs crimes. La femme que j'avais toujours admirée pour sa force se révélait encore plus redoutable que je ne l'avais jamais imaginé. Il me drogue. Mija, Patricia a échangé mes médicaments pour le cœur avec des médicaments psychiatriques qui provoquent confusion et problèmes de mémoire. Je collecte les pilules en secret et les fais tester par le laboratoire criminel du FBI. La preuve était accablante. Les rapports de laboratoire confirmaient que les médicaments pour le cœur prescrits à ma grand-mère avaient été remplacés par de puissants médicaments antipsychotiques qui provoqueraient exactement les symptômes de démence que Patricia décrivait aux membres de la famille et aux responsables du comté. Mais pourquoi, grand-mère? Pourquoi voudrait-il que tu paraisses confuse? À cause de mon testament, Mija. Ils savent que je te laisse tout. La maison, mes économies, tout. Mais si je suis déclarée mentalement incompétente, ils peuvent demander au tribunal de devenir mes tuteurs et de contrôler mes biens. Ils m'empoisonnent pour voler ton héritage avant même que tu ne le reçoives. L'agent Stone est arrivé chez ma grand-mère en moins d'1 heure, amenant une équipe de professionnels de la santé pour examiner les preuves et assurer la sécurité de grand-mère Torres. L'ampleur des crimes de mes parents dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Madame Torres a été incroyablement courageuse, a expliqué l'agent Stone. Pendant que nous examinions les preuves, elle a documenté des conversations, photographié des documents financiers, et même enregistré des preuves vidéo de votre mère échangeant ses médicaments. Sans sa coopération, nous n'aurions jamais découvert la conspiration de vol d'héritage. Le plan qu'ils ont élaboré était élégant dans sa simplicité. Grand-mère Torres continuerait à faire semblant d'être confuse lors de ma visite du week-end, tandis que nous porterions toutes les deux des dispositifs d'enregistrement pour capturer les aveux de David et Patricia. Des agents du FBI seraient positionnés autour de la propriété dans des véhicules banalisés, prêts à procéder aux arrestations une fois que des preuves suffisantes auraient été recueillies. La clé est de les faire parler de toute l'étendue de l'opération, a instruit l'agent Stone. Nous avons besoin d'aveux sur la fraude aux prestations, l'usurpation d'identité, la falsification de documents médicaux, et la conspiration d'héritage. Votre visite à la maison sera leur occasion de tout révéler, pensant qu'ils vous ont piégé. J'ai passé le vendredi soir à me préparer émotionnellement à affronter les personnes qui m'avaient donné la vie, mais qui avaient passé chaque jour depuis à essayer de me la reprendre. La séance de thérapie que Sarah avait arrangée m'a aidé à traiter l'ampleur de la trahison à laquelle je faisais face. Pas seulement des parents négligents, mais des prédateurs calculateurs qui avaient systématiquement détruit mon identité pour leur propre gain. Le matériel d'enregistrement était étonnamment simple. Un appareil plus petit qu'un stylo qui se clipsait à l'intérieur du col de ma veste avec une unité de secours cachée dans mon sac à main. Les techniciens du FBI ont testé les 2 appareils plusieurs fois, assurant une qualité audio cristalline qui tiendrait devant un tribunal fédéral. Samedi matin, je suis retourné à Millerville pour la première fois en 3 ans, passant devant des lieux qui ne contenaient que des souvenirs douloureux. Mais cette fois, c'était différent. Je n'étais pas la fille effrayée et invisible fuyant la négligence de sa famille. J'étais une informatrice fédérale revenant pour rendre justice à des criminels qui se trouvaient partager mon ADN.
La maison victorienne où j'avais grandi semblait plus petite que dans mes souvenirs. Sa peinture jaune était fanée et son porche affaissé par des années d'entretien différés. Il m'a semblé approprié que la maison de David et Patricia se délabre pendant qu'ils vivaient de l'argent volé en mon nom. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai appelé l'agent Stone pour les dernières instructions. Les équipes de surveillance du FBI étaient déjà en position, surveillant la maison à travers des téléobjectifs et des microphones directionnels. Tout ce que j'allais vivre serait enregistré, documenté et utilisé pour garantir que David et Patricia Torres passeraient la prochaine décennie en prison fédérale. Rappelez-vous, Regina, votre sécurité est notre principale préoccupation, m'a assuré l'agent Stone. Si la situation devient dangereuse, dites simplement la phrase « J'ai besoin de prendre l'air » et nos équipes interviendront immédiatement. À 16h50, j'ai remonté le trottoir fissuré jusqu'à la maison de mon enfance pour ce que je savais être la dernière fois. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je puisse frapper, révélant Patricia avec des larmes coulant sur son visage et les bras tendus pour une étreinte qui ressemblait à être enlacée par un serpent. Oh, Mija, je savais que tu rentrerais à la maison. Je savais que ma petite fille n'abandonnerait pas sa famille quand nous avions le plus besoin d'elle. David est apparu derrière elle, son expression soigneusement neutre, mais ses yeux calculateurs alors qu'il étudiait mon visage à la recherche de signes de conformité ou de résistance. Regina, bien. Nous avons beaucoup de choses à discuter ce week-end. J'ai franchi le seuil de la maison où j'avais appris à être invisible. Portant avec moi le pouvoir de faire disparaître mes parents pour toujours dans le système pénitentiaire fédéral. Ils pensaient qu'ils accueillaient une fille vaincue, prête à se soumettre à leur contrôle. Ils n'avaient aucune idée qu'ils invitaient leur propre destruction dans leur toile de mensonges soigneusement construite. Les dispositifs d'enregistrement capturaient chaque mot alors que je souriais et disais « Je suis prête à parler de tout, maman et papa. Je veux comprendre exactement ce dont vous avez besoin de moi. » La justice était sur le point d'être servie. 24 ans en retard, par la fille qu'ils avaient formée à être négligée, mais qu'ils avaient accidentellement appris à être inarrêtables. La table de la salle à manger, où j'avais mangé d'innombrables dîners silencieux enfants, était maintenant dressée avec la belle porcelaine de Patricia et un repas élaboré qui ressemblait plus à des funérailles qu'à une réunion de famille. L'ironie ne m'a pas échappé. Mes parents se préparaient littéralement à enterrer mon indépendance, et ils avaient décoré pour l'occasion. Patricia s'affairait dans la cuisine, jouant le rôle de la mère dévouée avec une performance digne d'un Oscar. J'ai fait tes préférés, Mija, des enchiladas avec un supplément de fromage, comme quand tu étais petite. Le mensonge était parfait dans sa spécificité. Je n'avais jamais aimé les enchiladas, et elle ne s'était jamais donné la peine d'apprendre mes véritables préférences. David était assis en bout de table, étudiant des documents juridiques étalés à côté de son assiette avec la même intensité qu'il réservait autrefois aux graphiques boursiers. Regina, je suis content que tu sois enfin revenue à la raison. Cette famille a traversé assez de troubles à cause de tes épisodes. De quels épisodes parles-tu, papa? J'ai gardé ma voix stable, bien que mon cœur battait la chamade. Les dispositifs d'enregistrement capturaient chaque mot de leur manipulation soigneusement répétée. La dépression que tu as eue pendant ta dernière année d'université, intervint Patricia doucement. La dépression, les crises d'angoisse, les menaces de te faire du mal. Nous nous sommes tellement inquiétés pour toi, essayant de vivre de manière indépendante alors que tu as clairement besoin de supervision. L'histoire fabriquée sortit de sa bouche avec une aisance pratiquée. J'ai réalisé qu'ils avaient perfectionné ces mensonges pendant 3 ans, créant des récits fictifs élaborés sur ma santé mentale pour justifier leur entreprise criminelle. Je ne me souviens d'aucune dépression, maman. Le sourire de David était froid et prédateur. C'est exactement ce que nous nous attendions à ce que tu dises. La perte de mémoire et le déni sont des symptômes courants de ton état. Heureusement, nous avons une documentation médicale complète de ton historique de traitement. Il m'a tendu un dossier manie épais de documents à l'aspect officiel. À l'intérieur se trouvaient des évaluations psychiatriques auxquelles je n'avais jamais assisté, des ordonnances pour des médicaments que je n'avais jamais pris, et des notes de séances de thérapie décrivant un traitement que je n'avais jamais reçu. Les faux dossiers médicaux étaient assez élaborés pour tromper une inspection superficielle, avec de fausses signatures de médecins et des chronologies de traitements fabriqués. Ces documents montrent que tu as reçu des soins intensifs de santé mentale pour une dépression et une anxiété sévère, expliqua Patricia, s'installant dans sa chaise avec une confiance satisfaite. Les dossiers de traitement démontrent clairement que tu nécessites une supervision continue et que tu ne peux pas prendre de décisions indépendantes concernant tes soins. D'où viennent-ils?
Le docteur Harrison de la clinique de santé mentale de Millerville a coordonné ton plan de traitement, mentit David sans hésitation. Bien sûr, tu ne te souviens probablement pas clairement de lui à cause des ajustements de médicaments, mais il a documenté ton besoin de gestion des soins par la famille. J'ai reconnu le nom du docteur Harrison de mon enfance. Il avait traité plusieurs camarades de classe pour divers problèmes de santé mentale à l'adolescence. Le fait qu'ils utilisaient l'identité d'un vrai médecin pour leurs documents falsifiés montrait la planification sophistiquée derrière leur opération de fraude. Qu'est-ce que vous me demandez de faire exactement avec ces documents? Patricia tendit la main sur la table et saisit la mienne avec une sollicitude maternelle théâtrale. Le service des affaires sociales du comté doit te rencontrer lundi pour confirmer ta transition vers les soins familiaux. Ce n'est qu'une formalité, vraiment. Une fois que tu auras signé les papiers de vérification de résidence, tout sera officiel. Officiel pourquoi? Le masque de David glissa légèrement, révélant le prédateur calculateur sous la performance du père concerné. Regina, tu as vécu dans un monde imaginaire pendant 3 ans, prétendant que tu pouvais survivre de manière indépendante. Mais la réalité est que tu as eu des difficultés financières, émotionnelles et mentales. Cette famille t'a soutenu grâce au programme d'aide du comté, et il est temps de le reconnaître officiellement. La vérité émergeait enfin. Ils avaient besoin de ma signature sur des documents confirmant que je vivais à leur adresse et recevais des soins de leur part. Légitimant 3 ans de demande de prestations frauduleuses. Sans ma coopération, toute leur entreprise criminelle s'effondrerait sous le coup de l'enquête. Que arrive-t-il si je refuse de signer ces papiers? Le jeu de mère concerné de Patricia se fissura, révélant quelque chose de laid et de menaçant en dessous. Mija, nous t'avons protégé de certaines vérités très difficiles sur ton état. Mais si tu nous obliges à impliquer les tribunaux, ces dossiers médicaux deviendront publics. Tout le monde connaîtra ton historique de fausses accusations contre des membres de la famille, ton incapacité à conserver un emploi, tes menaces d'automutilation. Fausses accusations contre des membres de la famille. Ils s'étaient préparés à détruire ma réputation en prétendant que j'étais délirante si j'exposais leurs crimes. Je n'ai jamais porté d'accusation contre qui que ce soit, Patricia. C'est ce que tu crois maintenant, dit David avec un détachement clinique. Mais tes dossiers de traitement documentent plusieurs épisodes où tu as affirmé que des membres de ta famille te volaient ou te menaçaient. Le docteur Harrison a des notes détaillées sur tes délires paranoïaques et tes fantasmes de persécution. Ils avaient conçu un profil psychologique complet destiné à discréditer tout ce que je pourrais dire sur leurs activités criminelles. Si je les accusais d'usurpation d'identité, ils pointeraient du doigt de faux dossiers médicaux montrant que j'avais un historique de délire paranoïaque. Si je prétendais qu'ils mentaient sur ma santé mentale, ils produiraient une documentation falsifiée de fantasmes de persécution. Mais leur tromperie élaborée contenait une faille fatale. Ils étaient tellement concentrés sur le contrôle du récit qu'ils continuaient à parler, fournissant plus de preuves à chaque mot. Parlez-moi davantage de ces programmes d'aide du comté, ai-je demandé, sachant que les dispositifs d'enregistrement capturaient leurs aveux. Les yeux de David s'illuminèrent de l'excitation de quelqu'un expliquant un stratagème astucieux. Eh bien, le programme d'aide aux aidants fournit des paiements mensuels aux familles qui fournissent des soins à plein temps à des enfants adultes ayant des problèmes de santé mentale documentés. Ton État nous a qualifiés pour près de 1 500 $ par mois de soutien aux aidants. Et l'aide alimentaire supplémentaire aide avec les coûts d'épicerie pour les adultes à charge qui ne peuvent pas maintenir un emploi stable, ajouta Patricia avec empressement. Plus, l'aide au logement pour les familles soutenant des enfants adultes ayant des besoins spéciaux. Ils avouaient plusieurs chefs d'accusation de fraude aux prestations fédérales tout en croyant qu'ils expliquaient simplement ma nouvelle réalité. L'enregistrement audio fournirait aux procureurs tout ce dont ils avaient besoin pour obtenir de longues peines de prison. Et pour grand-mère Torres? Ai-je demandé, sachant que c'était là que leur conspiration devenait encore plus sinistre. Patricia et David échangèrent un regard qui me fit froid dans le dos. L'état de ta grand-mère a décliné rapidement, dit David avec précaution. Elle a de sérieux problèmes de mémoire, de la confusion, des difficultés à gérer ses activités quotidiennes. Nous avons également aidé à coordonner ses soins. C'est si triste de la voir s'éteindre comme ça, ajouta Patricia avec une fausse sympathie. Mais au moins, quand tu seras de retour à la maison en permanence, tu pourras nous aider à prendre soin d'elle. La famille prend soin de la famille, n'est-ce pas, Mija? La conspiration d'empoisonnement se révélait en temps réel. Non seulement ils volaient grand-mère Torres par la manipulation de ses médicaments, mais ils prévoyaient de m'utiliser comme leur complice involontaire dans ces mauvais traitements. Je veux voir grand-mère Torres avant de prendre une décision, ai-je dit.
Bien sûr, ma chérie, accepta rapidement Patricia. Elle a demandé de tes nouvelles. Bien qu'elle ne se souvienne peut-être pas très clairement de la conversation. Ces médicaments la rendent assez confuse parfois. David sortit un épais dossier de documents et étala des papiers sur la table. Mais d'abord, occupons-nous de ces formulaires de vérification de résidence. Juste de la paperasse simple confirmant ton adresse et ton statut de soins. Signe ici, et paraphe là. Le moment de vérité était arrivé. Ils s'attendaient à ce que je signe des documents qui légitimeraient leur crime et me piégeraient dans leur conspiration pour toujours. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone de mon sac à main, le plaçant sur la table avec l'application d'enregistrement clairement visible. En fait, papa, je pense que le FBI serait très intéressé par l'examen de ces documents. Le silence qui suivit fut complet et dévastateur. Le visage de Patricia devint blanc comme un linge tandis que l'expression confiante de David s'effondrait en quelque chose approchant la panique. « Regina, qu'est-ce que tu fais » murmura Patricia. « Je rends la justice, ai-je dit en me levant de table. Tout ce que vous avez dit ce soir a été enregistré et sera utilisé devant un tribunal fédéral pour vous poursuivre pour fraude aux prestations, usurpation d'identité, maltraitance de personnes âgées et complot. » David se jeta sur mon téléphone, mais je me dirigeais déjà vers la porte d'entrée. « Tu ne peux rien prouver. Ces enregistrements sont illégaux. Nous sommes tes parents. En fait, le Colorado est un État à consentement unilatéral pour l'enregistrement des conversations, et vous n'êtes pas mes parents. Vous êtes des criminels qui se trouvent partager mon ADN. » La porte d'entrée s'ouvrit en grand alors que des agents du FBI affluaient dans la maison avec des mandats d'arrêt et du matériel de collecte de preuves. L'agent Stone dirigeait l'équipe, sa voix professionnelle et autoritaire alors qu'elle lisait à David et Patricia leurs droits. David Torres. Patricia Torres, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une fraude électronique, usurpation d'identité et maltraitance de personnes âgées. Vous avez le droit de garder le silence. Les menottes se refermèrent alors que mes parents faisaient enfin face aux conséquences de leur crime. Leurs protestations choquées et leurs dénégations désespérées emplirent l'air tandis que les agents du FBI commençaient à photographier les preuves et à mettre les documents sous scellés. « C'est tout un malentendu », s'écria Patricia alors qu'on la conduisait vers une voiture de patrouille. « Regina est malade. Elle a besoin d'aide. Vous ne pouvez rien croire de ce qu'elle dit. » Même en état d'arrestation, elle essayait toujours d'utiliser leur récit fabriqué sur la santé mentale pour me discréditer. Mais ces tentatives désespérées de manipulation ne firent que fournir des preuves supplémentaires de leur tromperie calculée. Alors que David était placé à l'arrière d'un véhicule de police, il me regarda directement avec une haine pure. « Tu as détruit cette famille, Regina. J'espère que tu es fière de toi. » Pour la première fois de ma vie, j'ai regardé mon père dans les yeux sans peur ni honte. « Non, papa. Je me suis sauvé. Vous avez détruit votre propre famille le jour où vous avez décidé de me voir comme une source de revenus au lieu d'une fille. La fille invisible était enfin devenue assez visible pour rendre la justice, et les personnes qui avaient tenté d'effacer son existence disparaissaient derrière les barreaux de la prison où elles appartenaient. Le palais de justice fédéral du centre-ville de Denver était imposant et magnifique. Ses colonnes de granit et ses sols en marbre représentaient le poids de la justice qui avait été absent de ma vie pendant si longtemps. 18 mois après ce week-end dévastateur à Millerville, j'étais assise dans la galerie, regardant David et Patricia Torres recevoir leur peine pour des crimes qui avaient détruit plusieurs familles à travers le Colorado. La voix de la juge Martinez était sévère et inébranlable alors qu'elle rendait les verdicts. David Torres, vous êtes par la présente condamné à 12 ans de prison fédérale pour complot en vue de commettre une fraude électronique, usurpation d'identité, maltraitance de personnes âgées et racket. Patricia Torres, vous êtes condamné à 15 ans de prison fédérale pour les mêmes chefs d'accusation, avec des chefs d'accusation supplémentaires pour tentative de meurtre par empoisonnement systématique. Les autres victimes qui s'étaient manifestées pendant l'enquête remplissaient la salle d'audience derrière moi. Cette autre famille avait été détruite par le réseau de fraude que mes parents avaient aidé à organiser et à faire fonctionner. Des enfants adultes qui avaient déménagé pour l'université ou leur carrière, pour découvrir des années plus tard que leurs identités avaient été volées et leur réputation détruite par des parents qui les voyaient comme des opportunités financières plutôt que comme des êtres humains. Les ordonnances de restitution étaient tout aussi satisfaisantes. David et Patricia devaient rembourser chaque centime qu'ils avaient volé, plus les intérêts et les dommages, à toutes leurs victimes. Les comptes bancaires cachés,
Les investissements en crypto-monnaie et les actifs achetés avec des fonds frauduleux furent tous saisis et liquidés pour indemniser les personnes dont ils avaient endommagé la vie. Ma propre reprise financière fut complète et transformatrice. Non seulement toute la dette frauduleuse avait été effacée de mon historique de crédit, mais les paiements de restitution incluaient assez d'argent pour me fournir une véritable sécurité financière pour la première fois de ma vie. Les crimes même conçus pour me piéger m'avaient au contraire libéré de jamais plus avoir à m'inquiéter de l'argent. Mais plus important que la justice financière, c'était la restauration de ma réputation et de mes relations. Oncle Robert, tante Linda, et des dizaines de membres de la famille qui avaient été trompés par les mensonges de David et Patricia m'ont contacté avec des excuses sincères et des demandes de pardon. Les réunions de famille auxquelles j'assistais maintenant étaient remplies d'affection et de respect authentique plutôt que de culpabilité et de manipulation. Grand-mère Torres s'était complètement remise des médicaments psychiatriques que Patricia lui administrait secrètement. À 83 ans, elle était plus vive et plus énergique qu'elle ne l'avait été depuis des années. Son esprit était clair et son moral intact malgré l'épreuve qu'elle avait endurée. Elle avait déménagé dans un élégant appartement à seulement 6 pâtés de maison de ma maison à Denver. Assez proche pour des visites quotidiennes, mais assez indépendante pour maintenir sa dignité et son autonomie. « Mija, tu m'as sauvé la vie », m'a-t-elle dit lors d'un de nos déjeuners hebdomadaires. Mais plus que ça, tu as sauvé la tienne. Je suis si fier de la femme que tu es devenue. Ma carrière chez Morrison Financial s'était épanouie au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer. La publicité entourant l'affaire de fraude m'avait établi comme une experte en abus financiers et en protection de l'identité, menant à des conférences dans des congrès et des universités à travers le pays. Monsieur Morrison m'avait promu conseillère principale et discutait déjà d'opportunités de partenariat. Sarah Brooks est restée ma meilleure amie et mon plus grand soutien, mais mon cercle social s'était élargi pour inclure de véritables amitiés avec des collègues, des voisins et d'autres survivants de la fraude que j'avais rencontrés grâce à mon travail de plaidoyer. La famille choisie que j'avais construite était chaleureuse, solidaire et authentique d'une manière que ma famille biologique n'avait jamais réussi à être. La relation amoureuse qui s'est développée avec Marcus Thompson, un autre conseiller financier que j'avais rencontré lors d'une conférence professionnelle, était basée sur le respect mutuel et un soin sincère. Il connaissait toute mon histoire et admirait ma force plutôt que de me voir comme endommagé ou brisé. Quand il m'a demandé en mariage lors d'un week-end à Aspen, cela m'a semblé être l'aboutissement parfait de mon parcours de fille invisible à femme complète. Notre mariage était tout ce que je n'avais jamais osé imaginer. Grand-mère Torres m'a conduite à l'hôtel, rayonnante de fierté et de joie. Sarah était ma demoiselle d'honneur. Oncle Robert a officié la cérémonie après être devenu ministre ordonné spécifiquement pour notre mariage, et tante Linda a fourni les fleurs de son propre jardin. La célébration était remplie de gens qui m'aimaient pour qui j'étais, pas pour qui ils avaient besoin que je sois. La fondation que j'ai créée pour aider d'autres enfants adultes à échapper à l'abus financier familial avait dépassé mes attentes les plus folles. La fondation Regina Torres fournissait une assistance juridique, des conseils financiers et un soutien émotionnel aux victimes d'usurpation d'identité et de fraude familiale. Nous avions aidé plus de 200 personnes à reprendre leur vie en main et à tenir leurs agresseurs responsables devant le système judiciaire. Le cas le plus gratifiant fut d'aider Jessica Williams, une jeune femme de Phoenix dont les parents utilisaient son identité pour commettre une fraude aux prestations pendant qu'elle travaillait comme infirmière à Los Angeles. Sa situation était presque identique à la mienne, sauf qu'elle avait découvert le stratagème plus tôt et avait pu éviter des années de dommages supplémentaires. Lire votre cas m'a donné le courage de me battre, m'a dit Jessica lors du dîner de célébration après la condamnation de ses parents. Vous avez prouvé que les enfants invisibles peuvent devenir visibles quand ils sont prêts à exiger la justice. 5 ans après ce week-end de confrontation à Millerville, je me tenais dans la chambre d'enfant de ma maison de Denver, tenant ma fille de 6 mois, Sofia, pendant que grand-mère Torres lui lisait une berceuse espagnole. Le cycle de négligence et d'invisibilité qui avait défini des générations de ma famille était enfin brisé. Sofia grandirait en sachant qu'elle était vue, valorisée et chérie. Elle ne se demanderait jamais si ses parents remarquaient sa présence ou se souciaient de son bien-être. L'attention, l'affection et le soin sincère qui m'avaient été refusés seraient siens dès la naissance, créant une fondation de sécurité qui la porterait toute sa vie. Marcus nous a rejoints dans la chambre d'enfant, enlaçant nous deux pendant que grand-mère Torres continuait de chanter. La famille que nous avions créée était tout ce que la mienne n'avait jamais été. Présente, protectrice et puissamment connectée par l'amour plutôt que par l'obligation. À quoi penses-tu ? Demanda doucement Marcus. À quel point tout est différent maintenant, ai-je répondu, en regardant le visage paisible de Sofia alors qu'elle s'endormait. Il y a 5 ans,
j'étais invisible. Maintenant, je construis une vie qu'il est impossible d'ignorer. Les appels téléphoniques de David et Patricia avaient cessé après leur première année de prison. Leurs avocats avaient d'abord tenté des plaidés coupables et des appels, mais les preuves contre eux étaient accablantes, et leurs peines furent maintenues à tous les niveaux. Ils passeraient la prochaine décennie derrière les barreaux, exactement là où ils appartenaient. Grand-mère Torres termina sa berceuse et embrassa le front de Sofia avant de s'installer dans le fauteuil à bascule à côté du berceau. À 88 ans, elle était toujours vive et alerte, déterminée à être pour Sofia l'arrière-grand-mère qu'elle aurait souhaité pouvoir être pour moi. Tu sais, Mija, dit-elle pensivement. Parfois, la plus grande vengeance contre les gens qui essaient de te rendre invisible est de vivre une vie si belle et authentique qu'elle ne peut être ignorée. Elle avait raison. La vie que j'avais construite était la victoire ultime contre des parents qui avaient essayé de m'effacer. Chaque réussite professionnelle, chaque amitié sincère, chaque moment de bonheur avec Marcus et Sofia était la preuve que leur tentative de me diminuer avait complètement échoué. En bordant Sofia dans son berceau et en allumant la douce veilleuse, j'ai réalisé que mon histoire ne consistait pas vraiment à vaincre David et Patricia Torres. Il s'agissait de découvrir que certaines personnes ne verront jamais votre valeur. Mais cela ne diminue pas votre valeur. Les personnes qui comptent remarqueront quand vous êtes absente, et célébreront quand vous êtes présente. La vraie famille n'est pas déterminée par les liens du sang, mais par l'amour, le respect et le soin sincère. Parfois, le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire est de vous éloigner des personnes qui vous font sentir invisible et de vous entourer de ceux qui voient votre lumière. La justice ne consiste pas toujours en une punition. Parfois, elle consiste à construire une vie si belle et pleine de sens qu'elle devient la preuve ultime de votre valeur. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec des membres de votre famille qui ne vous appréciaient pas comme vous le méritiez? Comment avez-vous trouvé le courage de donner la priorité à votre propre bien-être par rapport aux attentes familiales? J'aimerais beaucoup lire vos histoires de dépassement des dynamiques familiales toxiques dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, merci de lui donner un j'aime et de vous abonner pour entendre plus d'histoires de personnes qui ont trouvé la force dans leurs moments les plus sombres. Partagez ceci avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il mérite un meilleur traitement de la part des personnes dans sa vie. Merci d'avoir écouté mon parcours de fille invisible à femme émancipée. J'espère que cela vous rappelle que vous êtes digne d'amour, de respect et de soins sincères, peu importe ce que quiconque pourrait essayer de vous faire croire. Restez fort, restez visible, et ne laissez jamais personne vous convaincre que vous n'avez pas d'importance.